Donc, je vais vous présenter l'esprit des matinales, qui sont un dispositif qui sont organisés dans le cadre du DRAPS, du dispositif régional d'appui à la prévention et à la promotion santé, qui a une fonction d'expertise en promotion de la santé. On va y retrouver d'autres activités du type les journées d'échange régional, des formations qui sont dispensées au plus près des territoires. Toutes les thématiques qui sont retenues dans le cadre du DRAPS émanent d'enquêtes qui sont menées sur le terrain par les référents territoriaux de l'IREPS dans le cadre de leurs activités, ou qui sont aussi disponibles sur le site en ligne. Vous l'avez en ce moment en ligne. Vous pouvez vous connecter sur le site du DRAPS et proposer, répondre au questionnaire pour pouvoir par la suite nous programmer des thématiques qui correspondent à vos besoins. Donc, le DRAPS est un dispositif qui est porté par l'IREPS. Du coup, les référents territoriaux sont au plus proche du territoire et peuvent relayer toutes les informations. Vous avez des temps dédiés sur chaque département, des temps de CODEP, en fait, une fois par an, où on fait le point sur ce qui s'est passé dans l'année dans le cadre du DRAPS et qui peuvent être repris après pour aménager l'année suivante. On va avoir 1 heure d'intervention de Corinne Roéric qui va nous présenter un programme de soutien à la parentalité et on vous laissera un temps de questions de 30 minutes dans les suites. Donc, je vous présente l'équipe de la matinale. Donc, je vais commencer par la fin de la diapo. En support technique, nous avons Guillaume Reiss qui vient d'intervenir plusieurs fois sur mon ordinateur puisque j'ai un petit souci technique et je l'en remercie. Il va nous rendre plus confortable ce temps malgré ce petit souci. Je suis accompagnée de Pauline Lorcet, qui est référente territoriale sur les Pyrénées-Orientales et qui va se saisir de toutes vos questions pour après pouvoir les reposer et échanger entre vous et Corinne Roéric, notre intervenante de cette matinale. Et nous avons donc Corinne Roéric, qui est médecin de santé publique, thérapeute familiale systémicienne, qui va nous présenter son programme. Voilà, quelques éléments de contexte pour amener cette présentation de programme sur la parentalité. Donc, on a eu une évolution de la société ces dernières années, 50 dernières années, qui a bousculé les codes de la famille, avec beaucoup de changements de statut, la femme qui est à la maison, qui va travailler, le travail qui se fait de plus en plus loin, donc du coup, des réaménagements à mettre en place, des changements de statut dans la famille, des familles monoparentales, des familles composées. Donc la famille va chercher de nouvelles clés de lecture pour son rôle de parent, pour poser son autorité, dialoguer avec ses enfants, les protéger de comportements à risque, tout en favorisant leur épanouissement. Et tout ça est très délicat et ça mérite un accompagnement. Et je voulais faire partager cette phrase: on devient un parent dans la relation à son enfant. Il n'y a pas de recette pour être parent. Du coup, dans vos structures, vous recevez souvent des familles qui, suite à des difficultés, à des fragilités, des incidents de la vie ou pas, ont besoin d'échanger, de travailler tout ça. Donc, pour illustrer un accompagnement, on va vous proposer le programme de soutien à la parentalité que mène Corinne Roéric. Je vais donc lui laisser la parole. Alors, pour reprendre ce que disait Carole, moi, il y a un autre proverbe que j'aime beaucoup, c'est « avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants ». Donc, ce qui effectivement explique que quand on a des enfants, c'est pas toujours évident de savoir quoi en faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc le programme de soutien aux familles et à la parentalité.
brièvement le plan. Donc, d'où vient ce programme? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant que ça au soutien à la parentalité aujourd'hui? Le modèle logique de PSFP dans ces grandes lignes, les étapes de l'adaptation française, puisqu'effectivement, ça fait bientôt 10 ans en fait qu'on travaille à cette validation de l'adaptation française de ce programme international. Et justement, je vous dirai quelques mots de ces résultats nationaux et internationaux, et puis des perspectives qu'on a aujourd'hui, et en particulier peut-être, j'espère, du développement en Occitanie. Donc ce programme vient de cette dame qui s'appelle Carole Kempfer, qui est psychologue et qui est donc partie à la retraite maintenant, mais qui l'a créé dans les années 80-85 à Salt Lake City, où elle était professeure d'éducation et de promotion de la santé. Alors je précise toujours, comme beaucoup d'entre vous savent, que Salt Lake City, c'est la ville des Mormons, que ce n'est pas un programme de Mormons. Et comme vous voyez sur la photo de Carole d'ailleurs, sans doute, Carole elle-même a des origines indiennes, Pawnee exactement. Les origines de SFP, donc Carole avait obtenu à l'époque des finances de l'Institut national de la Mildeka de l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire de toutes les organisations qui cherchaient à prévenir les conduites addictives. Et ce programme, elle a eu des financements pour le tester sur des familles qui avaient des problèmes d'addiction importantes, avec pour objectif principal réduire le risque de la consommation de substances psychoactives chez les enfants ayant des parents consommateurs. Donc, trouver les leviers qui permettaient effectivement d'éviter la reproduction de ces conduites addictives. Aujourd'hui, vous voyez que le temps a passé. Ce programme est implanté dans 38 pays différents grâce aux différentes études évaluatives dont il a bénéficié. Dans tous les pays où il est implanté, il est adapté aux cultures locales, ce qui est indispensable et ce qui a été notre cas en France, la nécessité de l'adapter à notre culture française et aux familles françaises. Et nous sommes le 10e pays européen à l'avoir adapté. Ce qui est intéressant dans ce programme, vous allez le voir, c'est que c'est un programme de renforcement des compétences familiales, c'est-à-dire qu'on y accueille à la fois les parents et les enfants. Ces résultats sont impressionnants et ils montrent un impact significatif chez les parents comme chez les enfants, avec donc chez les enfants des diminutions des problèmes comportementaux et psychiques, troubles des conduites, agitation, anxiété, dépression. Il y a aussi ce qui est très intéressant et ce qu'on note nous au quotidien quand on rencontre les familles, c'est une augmentation finalement de la confiance en soi du parent. D'ailleurs, c'est un peu le résultat du nom aujourd'hui du programme dont certains me disent qu'il n'est pas terrible. Programme de soutien aux familles et à la parentalité. Ce sont les premières familles qui ont bénéficié de PSFP qui l'ont nommé comme ça parce qu'ils se sont rendus compte que tout d'abord, ça avait un impact important sur leur famille et qu'ensuite, effectivement, ils se rendaient compte que c'est parce qu'ils se débrouillaient mieux et qu'ils avaient finalement acquis de nouvelles ou complété en tout cas leurs habiletés parentales, qu'ils arrivaient à avoir je dirais, une plus grande fluidité éducative avec leurs enfants. La réduction de la consommation et l'initiation de substances psychoactives chez les jeunes et leurs parents a vraiment fait la promotion de ce programme à l'international et elle est toujours, bien entendu, un des objectifs actuels, avec l'amélioration du climat familial, la diminution des conflits familiaux dont je vous ai parlé il y a quelques instants et l'amélioration des résultats scolaires. D'ailleurs, dans les articles que j'ai joints à ma présentation, vous verrez qu'il y en a un qui concerne spécifiquement l'amélioration de ces résultats scolaires. Donc aujourd'hui, PSFP fait partie de nombreux programmes qui sont evidence-based, basés sur des données probantes, donc qui ont été évalués scientifiquement. Ce qui veut dire qu'on sait pertinemment, quand on applique ce programme avec fidélité, avec régularité, qu'on va obtenir les mêmes résultats que le programme initial. Ce programme a donc été choisi en 2010 par Santé publique France parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous aussi, vous êtes attaché au soutien de la parentalité parce qu'elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des déterminants majeurs du développement de l'enfant. L'interaction, le relationnel avec les parents, la manière dont effectivement on interagit avec ses enfants est vraiment fondamentale dans leur développement parce que PSFP a fait la preuve de son
scientifique de son efficacité, et puis parce que c'est le boulot de Santé publique France que de finalement promouvoir et développer les programmes basés sur des données probantes. Et puis, il y a un autre élément qui nous intéresse aussi. Alors, c'est vrai que les études économiques sont davantage, je dirais, utilisées dans le domaine du médicament, par exemple, où on sait que si on ne va pas sortir, entre guillemets, un médicament s'il n'est pas rentable, eh bien, il se trouve que, y compris au plan économique, PSFP est un programme qui est rentable, car vous voyez que si on investit aujourd'hui $1 ou €1 dans PSFP, ce que l'on va obtenir à terme, c'est un gain pour la société de environ $11, 11 € pour nous. Ces programmes, en fait, ces économies vont être liées d'une part à la meilleure santé des familles qui ont bénéficié de ces programmes, et puis aussi aux coûts sociaux non induits que nous n'aurons pas donc à produire pour ces familles si jamais on laisse évoluer les difficultés qu'elles ont jusqu'à plus tard. Les fondements, alors je vais vous présenter ce qui s'appelle un modèle logique de PSFP, donc vous allez voir ces diapositives vont s'additionner les quatre prochaines. Donc les fondements théoriques de PSFP, c'est d'abord le concept de développement écosystémique du Ribbenbrenner que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire qu'un enfant, comme le disait Carole, on devient parent dans la relation à son enfant, et vraiment c'est dans les interactions, les interrelations que se développe un enfant. Donc vraiment ce modèle systémique qui fait que l'ensemble des intervenants et au premier chef les parents qui sont les référents initiaux des enfants sont impliqués dans son développement, mais aussi vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'adapter le programme à chaque culture, c'est-à-dire que on ne va pas faire la même adaptation, nous, en France, avec les systèmes sociaux, les systèmes éducatifs, coéducatifs, etc. Et donc, on a vraiment besoin de prendre en compte la systémie, vraiment tous les partenaires autour de l'enfant pour adapter ce programme. On est vraiment dans une approche humaniste avec ce programme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup la bientraitance, la bienveillance, être centré sur la personne, donc toutes ces notions qui ont été développées aussi bien par Carl Rogers que par Bandura, et puis la résilience, hein, c'est-à-dire que l'espoir est toujours possible et qu'on est là dans le fait de rendre finalement les gens à leurs propres compétences et faire en sorte qu'ils deviennent complètement acteurs de leur action, de leur activité, et également, donc, on est à la fois dans le champ de la promotion de la santé mentale. Quand on met en place ce programme, il y a nécessité d'avoir un responsable, un conseil méthodologique qui connaît bien le programme, qui a été formé. On le met en général en place via une ville qui va en être le responsable logistique et opérationnel. Et puis, il va falloir avoir des animateurs dans la commune de référence qui va implanter le programme. Et bien entendu, ces intervenants vont avoir des guides d'animation très détaillés pour animer à la fois les sessions devant les parents, les sessions devant les enfants, les sessions devant les familles. Et puis, on va avoir la chance bientôt d'avoir le Santé publique France qui va intervenir dans l'évaluation régulière de ce programme. Et les bénéficiaires, c'est-à-dire les parents, ont également des livrets à leur disposition pour pouvoir suivre ce programme et faire en sorte de pratiquer des activités à leur domicile. Les bénéficiaires, donc, comme je vous le disais, ce sont à la fois les parents et les enfants qui sont conviés à ce programme. On a autour du programme, on fait en sorte de bâtir un groupe d'experts, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment être experts du programme PSFP et qui vont pouvoir le présenter, le promouvoir auprès des familles, parce que bien entendu, les familles vont s'inscrire volontairement à ce programme, mais c'est vrai qu'on est le lien et le soutien des municipalités et des acteurs de terrain est essentiel. On ne peut pas imaginer de mettre en place ce programme en mettant simplement un écriteau sur une porte et en attendant que les familles viennent. Donc on a vraiment besoin du lien et du soutien avec les acteurs de terrain qui sont, eux, les connaisseurs des familles et qui vont pouvoir leur parler du programme et les inviter à s'y inscrire. Alors comment ça se passe, le programme? Eh bien, il y a 14 ateliers de 2 heures
Donc en général, on fait un atelier par semaine. Il n'y a pas d'atelier pendant les vacances scolaires. Pendant la première heure, les parents et les enfants sont séparés. Il y a 2 animateurs pour le groupe parents, 2 animateurs pour le groupe enfants. Et puis pendant la deuxième heure, les familles se rejoignent et on travaille davantage sur ce qu'on a vu pendant les premières heures de chaque côté. Et puis on travaille beaucoup sur le lien parent-enfant. On fait beaucoup d'activités communes pour développer aussi le lien parent-enfant. Vous voyez que dans les sessions parents, il y a un développement des compétences parentales avec quelques fondamentaux que sont l'attention positive à l'enfant, la gestion du stress, la gestion des émotions, une communication qui soit plus claire, plus efficace, plus synthétique, et puis tout ce qui est gestion des conflits avec une discipline qui va être progressive, qui va être non violente évidemment, où on va donner aux parents un certain nombre d'outils qu'ils vont pouvoir mettre en place de manière à installer je dirais, ces nouvelles habiletés pratiques parentales de manière douce et progressive. Les enfants auront un programme, je dirais, assez classique de développement des compétences psychosociales. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on va avoir des sessions parents et des sessions enfants qui vont être animées en parallèle sur les mêmes thématiques, et donc, bien sûr, ça va renforcer l'impact du programme. Comment ça se passe chaque session? On a des exposés, des discussions sur la thématique, et puis beaucoup d'activités pratiques de jeux de rôle qui vont être proposés de manière à ce que les parents s'approprient au mieux le programme. On voit beaucoup de parents qui arrivent au programme en disant, quelquefois avec des livres sous le bras, en disant voilà, j'ai lu ça et j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai beau avoir tout lu, je ne sais pas encore faire. Et donc on a vraiment un accompagnement très concret, très pragmatique, très proximal dans ce programme où les animateurs sont vraiment le pivot, sont vraiment l'âme du programme sur le terrain parce qu'ils vont beaucoup donner de leur personne, se mettre en scène eux-mêmes, faire du renforcement positif aussi auprès des parents de manière à les accompagner à s'approprier ces différents outils. Les objectifs à court terme du programme, vous voyez, on va travailler à la fois sur les compétences parentales, en particulier sur la communication plus efficace, et je vais vous passer tout à l'heure un extrait qui va vous montrer de quoi on parle quand on parle de communication plus efficace, gestion du stress et des émotions, développement de l'attention positive, et puis différents outils qui font que on va finalement s'attacher à valoriser les comportements appropriés de l'enfant, ce qu'il fait parce qu'on lui a déjà appris, mais que finalement, quand on est parent, on se dit bon, ça c'est fait, ça n'est plus la peine que j'en parle, alors que pratiquer des encouragements réguliers, remercier son enfant c'est banal ce que je vais vous dire, mais s'il éteint la lumière en sortant d'une pièce, s'il ferme une porte doucement, s'il se lave les dents tout seul le matin, s'il range ses chaussures, etc. Toutes ces choses qu'on lui a apprises, on a besoin finalement de l'encourager par des valorisations, des remerciements, pour lui donner encore davantage envie de refaire ces différentes activités. Finalement, PSFP, je dirais que c'est plutôt donner envie à l'enfant de reproduire des comportements qui nous semblent appropriés, nous, dans nos valeurs éducatives. Et là, je parle des valeurs éducatives de chaque famille qui sont éminemment respectables et respectées dans le programme. Et plutôt que de râler en permanence contre les choses qui ne sont pas faites. Et les enfants, donc comme je vous le disais, on a des activités qui vont faciliter là aussi la communication, faciliter la gestion des émotions qui est vraiment très, très importante, et puis la gestion des conflits. Et les objectifs à long terme, comme je vous le disais, on a vraiment une augmentation à la fois de la confiance en soi du parent, une augmentation, une diminution des comportements problématiques en fait de l'enfant, qui est totalement en lien avec ce que
ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait que finalement on crie beaucoup moins quand on a travaillé pendant 14 semaines à modifier sa manière de communiquer avec ses enfants, à les valoriser, etc., plutôt qu'à les rabrouer et à critiquer ce qu'ils faisaient. Et puis, on a, bien évidemment, on garde la diminution des conduites addictives à la fois chez les parents et les enfants. Alors, je voudrais revenir sur un élément qui est très important pour PSFP, c'est qu'en France, on a malheureusement un seul mot pour deux manières d'aborder la parentalité qui sont complémentaires, évidemment, mais très différentes. C'est-à-dire qu'on a à la fois le parenthood des parents, qui est vraiment l'étape de maturation psychique qui permet à l'adulte de devenir parent. Et là, on a la version psychothérapeutique du programme qui peut être complémentaire, mais qui n'est pas du tout priorisée, voire qui est totalement absente de PSFP. Quand on va mettre en place le programme, on va veiller au fait qu'il y ait dans l'environnement des gens qui pourraient prendre la main. Quand je dis des gens, ce sont des psychologues, des psychiatres, etc., qui pourraient prendre en charge les familles qui en auraient besoin. Mais en tout cas, nous, on est vraiment dans le parenting, c'est-à-dire on est vraiment dans le comment faire pour améliorer les relations avec les enfants, pour faire en sorte de moins crier, etc. Donc, on est vraiment dans l'orientation socio-éducative et sur les compétences parentales. Alors, bien évidemment, les programmes de parentalité efficace sont ceux qui sont expérientiels. Comme je vous le disais, on a beaucoup de parents qui arrivent en ayant lu plein de choses, mais qui ne savent pas forcément encore comment mettre en pratique ces belles choses qu'ils ont lues et qui les ont beaucoup intéressés, les principes qui les ont beaucoup intéressés. Et là, il se trouve que nous, on est vraiment dans les critères je dirais, qui sont celles des programmes basés sur des données probantes qui sont efficaces, c'est-à-dire on est dans les méthodes interactives et expérientielles, comme je vous le disais, on met beaucoup les parents en activité, en jeu de rôle, en exercice, etc. On a des interventions répétées, vous voyez, puisqu'avec les différentes sessions, on arrive effectivement à des heures nombreuses. Et puis, plus on agit sur différentes cibles, et mieux c'est. Donc là, on a les parents, les enfants, les familles, l'environnement, puisque on travaille beaucoup donc à mettre en place un groupe d'experts qui soit le plus important possible autour de ce programme. Et j'étais avant-hier encore dans une réunion qui réunissait 3 groupes de familles qui avaient bénéficié de PSFP, qui m'ont tous dit, comme je l'ai déjà entendu à de multiples reprises, qu'il était impératif, qu'il allait être impératif en tout cas peut-être de nous mettre davantage en lien avec l'éducation nationale pour passer un peu les mêmes messages. Mais ça, c'est peut-être une question difficile. Alors, moi, j'aime bien revenir sur les compétences et les habiletés parentales parce qu'on est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment dans le comment faire et sommer des attitudes et des conduites favorables au développement de l'enfant et puis qu'on va pouvoir évaluer en observant le comportement du parent avec l'enfant. Alors ça, c'est pas dans une idée, en tout cas, je dirais, de corriger le parent, de le surveiller, etc. Mais bien au contraire, ça va nous permettre de voir, d'observer, en lien avec le parent d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que les choses se passent mieux et qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des choses à améliorer. Et vous voyez, quand les parents ont dit programme de soutien aux familles et à la parentalité, c'est qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes, effectivement, que leur manière de faire avec leurs enfants avait bougé, s'était modifié pour le bien-être de la famille. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'une compétence parentale, c'est différent d'une compétence psychosociale du parent, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une pratique réflexive, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement dire aux parents c'est comme ça qu'il faut faire, on va effectivement réfléchir avec eux sur pourquoi est-ce que les enfants obéissent et désobéissent, par exemple, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire
pour adopter une stratégie qui va faire finalement que progressivement, l'enfant va plutôt avoir envie d'obéir que de désobéir. Et puis, on va aussi se nourrir des autres, c'est-à-dire que, ça c'est les travaux de Bandura sur l'apprentissage social, c'est-à-dire que quand on est réunis, puisqu'on réunit un groupe de 10 familles pour animer ce programme, quand on est réunis avec des gens qui partagent les mêmes difficultés que nous, ou du moins les mêmes questions, que l'on se rend compte qu'il y a d'autres personnes de ce groupe qui vont réussir à changer leur pratique parentale et qui vont en tirer des bénéfices, ça nous donne aussi l'idée qu'on peut aussi, nous, s'emparer de cette stratégie et la mettre à profit. Donc, on va pouvoir expérimenter, observer, adapter à ses propres questions ou difficultés. Et puis, comme je vous le disais, on est vraiment dans le participatif, c'est-à-dire que développer des compétences, tous ceux d'entre vous qui travaillent déjà dans le champ des compétences psychosociales savent que ce n'est pas en lisant qu'on apprend ce genre de choses, mais c'est vraiment en pratiquant, et que là, une expérience vaut 1000 mots. Je vais vous donner un exemple. Développer l'attention positive à l'enfant, c'est-à-dire faire en sorte de finalement lui consacrer des moments privilégiés. Quand on dit ça, c'est comme quand on dit c'est important de valoriser l'estime de soi d'un enfant. Quand on dit développer l'attention positive à un enfant, tout le monde est d'accord. Après, ce qui reste plus difficile, c'est de savoir comment. Et quand on décompose cette compétence d'attention positive à son enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer des moments privilégiés avec son enfant, c'est-à-dire qu'on va lui accorder une attention exclusive, vraiment créer un tunnel d'attention, une bulle d'attention avec cet enfant, oublier tout ce qu'il y a à côté, et puis identifier par exemple ses qualités pour les lui exprimer. Ça fait partie du programme PSFP, ça s'appelle le jeu d'enfant. Le jeu d'enfant, c'est 5 minutes consacrées à son enfant chaque jour. Alors si on dit 5 minutes, c'est pour apprivoiser les parents qui ont en général des agendas très chargés, et si on leur disait une demi-heure, trois quarts d'heure, ils nous diraient mais vous n'êtes pas dans la réalité des familles d'aujourd'hui. Donc en tout cas, passer 5 minutes où on va éteindre son téléphone, ses ordinateurs, etc., la gazinière, la radio, et puis jouer avec son enfant pendant 5 minutes et puis lui dire vraiment ce que j'ai pu observer pendant ce jeu, c'est que tu étais très attentif, tu étais très habile, tu étais généreux, tu étais curieux, tu étais futé, rusé, intelligent, etc. Et puis on va aussi, en dehors de ces moments privilégiés, l'encourager, c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure, faire en sorte de revenir sur les comportements que l'enfant a déjà acquis et qui sont appropriés à nos valeurs éducatives, et puis continuer à l'encourager à persévérer dans tous ces comportements appropriés. Et puis pratiquer l'écoute active, tenir compte de la communication non verbale et des émotions. Donc vous voyez que quand on parle de cette compétence parentale qui est développer l'attention positive à son enfant, on est au-delà de la compétence psychosociale qui pourrait être gestion des émotions, mais on est vraiment dans quelque chose qui est construit pas à pas par l'observation, par la modification très progressive des pratiques, et qui va aboutir au total à construire cette compétence. Alors, je vous passe voilà, les concepts de PSFP associés en fait à ce qu'on va faire dans PSFP. On est dans la promotion de la santé mentale avec PSFP parce qu'on travaille vraiment sur les facteurs de protection. Comme je vous le disais, on ne va pas travailler, c'est pas qu'on n'est pas intéressé par les facteurs de risque, mais en tout cas, on va s'attacher aux facteurs de protection, ceux qui vont permettre aux parents de se rendre compte qu'ils ont des tas de compétences, qu'ils ont des tas d'habiletés, et que vraiment, on va leur rendre confiance en eux parce qu'on va les valoriser et parce qu'on va faire ce qui s'appelle du renforcement positif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, on va leur permettre de mettre le doigt sur quelque chose qu'ils savaient faire et que finalement, peut-être, ils ne savaient pas qu'ils savaient si bien faire. Donc, efficacité personnelle, je suis confortée parce que je réussis pas à pas, et l'efficacité personnelle, ça va être finalement réussir à mettre en place ces activités qu'on va leur proposer et avoir le renforcement positif de l'ensemble des gens, des personnes, des familles qui vont être présentes lors des sessions. Et l'apprentissage social, c'est la même chose. Des parents qui me ressemblent réussissent, donc moi aussi, je peux le faire.
La résilience parce que l'espoir est toujours possible, hein, c'est le beau titre d'un livre de Stéphane Van Nistendel qui est le papa belge de la résilience. Nous, on a Cyrulnik. Et puis, vous verrez dans une diapositive suivante qu'on parle beaucoup de l'attitude et de la posture des animateurs. Comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment le ferment et l'âme de la réussite de ce programme sur ce terrain, parce que c'est la manière dont ils vont l'animer qui va être essentielle à son appropriation par les familles. Les émotions, on en parle aujourd'hui, enfin aujourd'hui et depuis quelques années énormément, et combien elles sont essentielles pour débusquer en fait les conflits, déminer les conflits, et puis aussi elles sont importantes à la fois pour le parent et pour l'enfant, parce que on a aussi besoin de vraiment réconforter les parents d'abord. J'ai envie de dire les parents d'abord dans ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire, et le fait qu'ils ne nous ont pas attendu pour élever leurs enfants, et qu'on a simplement voilà, d'autres pratiques à leur proposer, à tester. Et en tout cas, je crois que la valorisation de la confiance en soi du parent, elle est vraiment très importante dans notre programme. En psychologie positive, parce que on va tout ce qui est de l'ordre des encouragements et de l'attention positive, c'est aussi voir d'abord ce qui marche plutôt que ce qui ne marche pas. Et puis l'approche cognitivo-comportementale, ça, elle est incluse dans l'apprentissage progressif et expérientiel. J'ai réuni ces mots pour résumer en fait la philosophie de PSFP. Vous voyez, on est dans PSFP, on est dans l'éducatif, on n'est pas dans la psychothérapie, on est dans la résilience et la confiance en soi, on n'est jamais dans la mise en cause et la défiance, on est dans la valorisation des compétences parentales, on ne parle jamais de démission parentale, et au contraire, on lutte contre je dirais, ce propos qui a été bien trop diffusé. On propose des outils, on n'est jamais dans le formatage, hein. J'ai employé à plusieurs reprises le mot valeur familiale, éducation familiale. Donc, on est vraiment dans le respect de ce que les parents pensent et de ce qu'ils ont envie, eux, de transmettre à leurs enfants. On est dans le respect, dans la bientraitance, la bienveillance, jamais un jugement ou une stigmatisation des parents, dans l'adhésion et la liberté, puisque les parents viennent bien entendu spontanément et volontairement au programme. On est dans un cadre protecteur qui est vraiment assuré par, je dirais, le cocooning bienveillant et bien traitant des animateurs. Et on veut vraiment rendre les parents auteurs et acteurs de leur parentalité davantage. Et on ne veut pas leur apprendre des trucs et astuces qu'ils seraient obligés d'utiliser. Agir en tuteur de résilience, voilà, c'est ce que je vous disais sur la posture et la communication de l'animateur. C'est lui qui va agir en tuteur de résilience. Alors, agir en tuteur de résilience, c'est vraiment être à côté de la personne, manifester de l'empathie, lui dire je suis là et je suis sensible au progrès que vous faites, à tout ce que vous faites. Offrir un cadre sécurisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de jugement. Je vais prioritairement signaler en tout cas les éléments positifs. Je vais, moi, en tant qu'animateur, rester modeste, parce que je sais que moi, je suis juste là en tant que tuteur, mais c'est vous qui allez progresser, c'est pas moi. Je vais garder espoir malgré les échecs apparents, et puis respecter la vitesse de chacun, parce que vous verrez, si j'espère vous animer ce programme, que sur 10 parents, 10 familles, il y en a qui vont passer de 1 à 3, et puis d'autres qui vont passer de 1 à 10. Mais en tout cas, chacun se sera approprié ce dont il avait besoin dans ce laps de temps. Ce programme, donc, ça fait bientôt 10 ans l'an prochain que je travaille sur ce programme, grâce à Santé publique France, donc, qui l'a confié. Moi, je travaille au comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes. On a été très précautionneux pour adapter ce programme. On a d'abord fait une première étape sur une seule commune
qui s'appelle Mouansartou, qui est une commune qui n'est pas la pire commune du département des Alpes-Maritimes, parce qu'on voulait d'abord voir si ce programme était acceptable en fait chez nous Français, qui sommes quelquefois difficiles à convaincre, et puis s'il était faisable. Donc on a fait une première étape dans la commune de Mouansartou, qui a été couronné de succès puisqu'on a eu 13 familles, 92% d'assiduité de ces familles. Et à l'époque, donc, Carole Kempfer avait accepté de faire l'évaluation. Et même si c'est, comme je vous le disais, c'est une commune qui est plutôt bobo, on va dire, même si donc, les familles qui nous avaient rejoints n'étaient pas forcément les plus en difficulté, même chez ces familles-là, Carole avait mis en évidence des évolutions significatives, en particulier au niveau de l'attention positive, parce que les parents se sont rendus compte que s'ils donnaient de l'attention à leurs enfants, quelquefois ils la donnaient en faisant autre chose, par exemple, dans la régulation des conflits, et donc ça c'était des résultats qui nous avaient paru intéressants. Ensuite, donc, Santé publique France nous a demandé de partir en quartier politique de la ville pour finaliser l'adaptation et puis vérifier que les mêmes résultats étaient retrouvés en quartier politique de la ville. Donc, c'est ce qu'on a fait avec donc, la commune de Grasse et de Carros. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc un vrai laboratoire dans le département des Alpes-Maritimes, avec en particulier les communes de Grasse et de Mouansartou, qui en sont à leur 6e, 7e année d'implantation, et qui sont vraiment nos partenaires pour tout ce qui concerne l'évolution. Alors, on entend un bruit parasite, il faut que j'arrête de tripoter mon... Voilà, donc on a réussi les mêmes, finalement on a eu exactement les mêmes résultats en termes d'assiduité des familles, en termes de résultats d'évolution des compétences parentales et des compétences psychosociales des enfants. Ce qui fait que Santé publique France nous a demandé de passer en phase de déploiement national et a gentiment proposé que nous mettions en place une évaluation d'efficacité de notre adaptation française. Et ça a été fait sur 4 régions et 19 sites. Et donc, je vais vous donner les résultats de cette étude. À partir de 2018, nous avons poursuivi le déploiement national, et nous en sommes à 8 régions et une quarantaine de sites aujourd'hui. Et puis, depuis 2018, nous sommes en phase d'adaptation du programme pour les familles avec des enfants de 3 à 6 ans. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons adapté culturellement PSFP, c'est-à-dire pour que ça soit entendable par les familles françaises, hein, c'est-à-dire, par exemple, Carole, pour faire venir les familles, leur donner des gratifications matérielles. Et puis nous, on s'est dit que c'était pas du tout dans notre culture, et qu'en plus, ça ne correspondait pas du tout à ce qui était demandé dans le programme, c'est-à-dire de valoriser les enfants avec, je dirais, plutôt des encouragements affectifs et relationnels, et pas du tout avec un œuf Kinder ou autre chose. Donc, on a supprimé ces incitations matérielles. Et vous voyez qu'on a toujours une excellente assiduité des familles, donc on a bien fait de le faire. Le nom de PSFP, comme je vous ai dit, c'était les familles qui l'ont choisi. Et puis on a réécrit tous les supports d'animation, on les a simplifiés, on a bien entendu aménager des exemples qui soient davantage en lien avec notre culture, en particulier avec la scolarité et avec les écrans, puisque parler d'alcool, cannabis et tabac, ça paraissait aux parents pas forcément adapté pour des petits de 8 ans, 9 ans, alors que les écrans, ça leur a parlé tout de suite. Donc on a créé un DVD avec les premières familles, qui permet de mettre en scène en fait ces différentes activités. Et puis on a vraiment appuyé sur la formation pour faire en sorte que les animateurs soient vraiment très à l'aise quand ils allaient pouvoir animer le programme. Et je vais vous passer, j'espère que le son va bien marcher, un exemple de ce DVD.
notre temps à ressasser les problèmes qui nous agacent, au lieu de nous concentrer sur les solutions qui pourraient, justement, éviter les problèmes. Ou alors on donne des instructions tellement compliquées que personne ne peut rien y comprendre. Si nous connaissons la solution au problème qui nous énerve, nos enfants ne la connaissent peut-être pas, ou pas aussi précisément qu'elle est définie dans notre tête. Leur donner des informations simples, directes, sur ce que nous attendons d'eux, ça facilite vraiment la communication. Plutôt que de répéter souvent, par exemple, « J'en ai marre de te dire tous les jours que je ne veux pas que tu laisses tes chaussures traîner par terre », demandez clairement, « Je veux que tu ranges tes chaussures dans le placard gris dès que tu rentres de l'école. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller à la cave chercher la bouteille d'huile d'olive, pas de tournesol. Fais attention, c'est les bouteilles vertes, pas les bleues. Et n'allume pas la lumière du couloir, ce n'est pas la peine, on va très bien comme ça. Pendant ce temps, ton frère va mettre la table. Et surtout, n'oublie pas de ranger ta chambre avant que ton père ne rentre. Je ne veux plus voir traîner tous tes jouets, tes chaussures et tes chaussettes sales. » Voilà un enfant un peu perdu par ces demandes faites tout en même temps, et qui, pour certaines, manque de précision. Voyons une version plus efficace en décomposant la scène. Mehdi, s'il te plaît, je voudrais que tu ailles me chercher une bouteille d'huile d'olive à la cave. Ce sont les bouteilles vertes. Merci, tu m'as bien rendu service. Maintenant, je voudrais que tu ailles dans ta chambre, ramasser tes jouets dans leur coffre et tes chaussures dans le placard jaune. Peux-tu me répéter la consigne? Je dois aller dans ma chambre, ranger les jouets dans leur coffre et mes chaussures dans le placard jaune. Merci Mehdi, j'ai une dernière chose à te demander. Va ramasser tes chaussettes sales et mets-les dans le panier de la salle de bain. Voilà, c'est fait, maman. Merci mon doudou, je suis contente et fière de toi. Je le dirai à ton père dès qu'il va rentrer. Pour donner à votre enfant une instruction efficace, il faut être précis et formuler positivement le comportement attendu. Quoi, où, comment et quand. Faites une seule demande à la fois et commencez la phrase par « je voudrais ». Ensuite, vérifiez si besoin que l'enfant ait bien compris en lui faisant répéter la consigne. Et enfin, montrez votre contentement pour le comportement réalisé, puis remerciez et félicitez l'enfant. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu cette vidéo. Alors, c'est une vidéo, alors ce sont des vrais animateurs et des vrais parents qui ont tourné dans cette vidéo. Donc, ça fait partie. Alors, les vidéos, on trouve toujours ça un peu caricatural, mais ça permet en fait de bien mettre en évidence je dirais les messages importants. Et ils ne sont qu'une illustration, bien entendu, vous voyez, de 3 minutes sur une session qui va durer 1 heure et où on va vraiment travailler sur la communication efficace. En tout cas, cette communication efficace, c'est assez drôle parce que je pense qu'on est tous dans la formulation de problèmes plutôt que de solutions. Et on travaille beaucoup avec les parents pour leur dire, mais écoutez, apprenez à parler solutions et pas à ressasser sans arrêt les problèmes qu'effectivement vous regrettez. L'adaptation contextuelle de PSFP, ça fait qu'on a respecté aussi l'organisation des territoriales des politiques publiques, c'est-à-dire que à l'évidence, on n'était pas les seuls à travailler au sujet de la parentalité et on a fait en sorte d'intégrer en fait ce programme PSFP à l'ensemble des activités et à le proposer à l'ensemble aussi des acteurs qui travaillaient déjà sur ce soutien-là. Donc, quand on travaille à mettre en place PSFP, l'adaptation qu'on a faite a permis aussi de mettre en place un protocole d'implantation qui fait qu'on va trouver des familles qui vont vouloir participer à ce programme. Et donc, on va faire une diffusion de l'information dans la commune. On va formaliser un groupe expert local avec les gens qui travaillent avec les familles, identifier les animateurs. Et puis ensuite, donc, c'est toutes ces personnes qui vont pouvoir inviter les parents et animer le programme. Quelques mots sur l'évaluation de l'efficacité de PSFP 611. Donc, ça a été versus une intervention minimale de conseil en parentalité, c'est-à-dire que nous avons fait une étude contrôlée non randomisée avec un groupe action de 186 familles qui a bénéficié de PSFP en présentiel, donc dans 19 sites. Et puis un groupe contrôle qui avait une synthèse résumée de PSFP, un livret qu'il devait utiliser en autonomie.
Les indicateurs d'efficacité de cette étude qui a été donc designée par Santé publique France, c'était tout ce qui était les troubles émotionnels du comportement relationnel de l'enfant, la qualité de vie de l'enfant, l'engagement parental, les pratiques parentales, et puis un questionnaire général sur la santé mentale du parent et l'utilisation des écrans par l'enfant. Et puis on a toujours des indicateurs de processus qui sont les mêmes, c'est-à-dire fidélité de l'implantation au programme. Je vous ai dit tout à l'heure que on était assuré d'avoir les mêmes résultats que le programme originel à condition d'en respecter les objectifs. Donc, ça reste un de nos indices d'évaluation importants, l'assiduité des familles et puis la satisfaction des parents. Ce qu'on a au niveau des résultats, c'est qu'on s'est rendu compte que les familles PSFP et contrôle sont comparables, ce qui est important dans une étude de ce type, dans une grosse étude de ce type. Donc, les deux seules différences qu'on a trouvées, c'est que le groupe contrôle se sentait un peu plus à l'aise côté santé financière et qu'il y avait un peu plus de troubles du comportement chez les enfants du groupe PSFP. Vous voyez qu'en termes de processus, l'assiduité des familles, donc au national, je vous rappelle, est de 73%. Donc, on peut dire que ça veut dire que 73% des familles ont suivi le programme jusqu'au bout. La fidélité de mise en œuvre, 91%. La satisfaction des parents, 97%. Et qu'en termes d'efficacité, on voit que PSFP a montré des effets significatifs sur l'hyperactivité et les troubles du comportement chez les enfants, les compétences parentales, le bien-être des enfants, la santé mentale des parents, que ces effets sont significativement supérieurs dans le groupe Action et que ces effets sont maintenus pour les troubles du comportement et le bien-être de l'enfant à T2. Il y a eu trois interviews avant le programme, après la fin du programme et 6 mois après la fin du programme. Donc tout ça valide effectivement notre programme PSFP et nous engage à le diffuser encore plus. Et pour terminer bientôt cette intervention, je dirais que c'est vraiment un programme qui est destiné au droit commun. On le promeut, on l'implante de manière prioritaire dans les quartiers politiques de la ville. Et ce que l'on souhaite, ça n'est pas l'implanter une fois et puis repartir, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait des équipes d'animateurs, d'experts qui soient formés dans chaque commune, de manière à ce que le programme soit mis et remis en place de manière régulière. Donc, comme je vous le disais, on a aujourd'hui des villes dans les Alpes-Maritimes, mais pas seulement, dans les premières régions qui ont implanté le programme. Je pense en particulier alors au Limousin, qui fait partie maintenant de la Nouvelle-Aquitaine, qui a un gros territoire aussi d'implantation du programme, où on a des villes qui en sont à leur 4e, 5e, 6e année d'implantation. Ce qui est intéressant parce que souvent ce sont des équipes en fait, qui sont pérennes au niveau des animateurs et des gestionnaires du programme au niveau des villes et ça permet de faciliter la réimplantation. Et puis c'est un programme qui s'applique dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'intervenants en parentalité qui souhaiteraient avoir simplement, entre guillemets, les outils du programme, mais si on souhaite obtenir les mêmes résultats, on est bien dans la dynamique de l'implantation, dans la stratégie d'implantation d'un programme et pas simplement dans l'utilisation de certaines des activités de ce programme. En termes de transférabilité, vous voyez qu'on coche à peu près, si ce n'est à peu près, je dirais, toutes les cases de la grille Aspire. On sait qu'on a des besoins aujourd'hui en termes de soutien à la parentalité qui sont importants. Et puis, on a une identification de la population cible. On sait que même si les problèmes de parentalité, pour moi, il n'y a pas de personne n'est n'a pas est une population sans problème ou au moins sans question par rapport à la parentalité. Moi, pour plaisanter, je dis aux parents quand je les rencontre que ce programme, je l'ai découvert quand mon dernier fils avait 17 ans et que c'était un peu dommage pour moi ou pour lui ou pour nous deux, je ne sais pas. Et puis, on a un modèle théorique qui a fait ses preuves. On a aujourd'hui la validation effectivement de la version française. On sait comment effectivement le mettre en place, l'évaluer, comment on franchit différentes étapes pour modifier
les comportements des parents, pour les aider à élargir finalement l'éventail de leurs pratiques parentales en respectant déjà tout ce qu'ils ont mis en place. L'évaluation, on a donc fait une évaluation, on continue à avoir une évaluation récurrente. La bonne nouvelle, c'est que c'était l'Institut BVA qui était sous la direction de Santé publique France, chargé de recueillir en fait les évaluations lors de l'évaluation nationale. Aujourd'hui, Santé publique France a décidé de mettre en place à nouveau cette plateforme pour recueillir à minima les évaluations d'assiduité, de fidélité et de satisfaction des parents. Et on est en train de réfléchir avec eux pour tester un ou deux critères en termes d'efficacité de manière pérenne en fonction de l'accord des équipes locales. Veiller à une approche éthique, vous avez vu qu'on est vraiment dans le respect, la bientraitance, la bienveillance. Et puis, on a avec le protocole d'évaluation qui est aujourd'hui validé, les différentes étapes pour réunir et former une équipe qui va être tout à fait opérationnelle pour réussir à implanter ce programme dans de très bonnes conditions et avec beaucoup de succès. Voilà, ce qu'en disent les parents, c'est un programme qui est concret, qui est progressif. C'est un programme dont les premiers effets se font sentir rapidement. Alors quand je forme les équipes, je leur dis ne me croyez pas, faites-le, mais vous verrez qu'entre la première et la deuxième session, avec la mise en place du jeu de l'enfant, déjà vous aurez un apaisement des relations familiales. C'est un programme qui rend plus confiant, un programme qui fait qu'on est vraiment dans la possibilité ou pas d'utiliser tel ou tel outil. Et en tout cas, on va bénéficier de l'environnement qui va être chaleureux, qui va être entraînant, et où il va y avoir vraiment beaucoup de bienveillance des animateurs, et où souvent, en fait, les parents créent même des liens avec les familles qui sont présentes, parce que vraiment, il y a des familles qui continuent à se voir en fait longtemps après le programme. Et là, je vous dis, mardi soir, j'étais donc à Grasse, et on avait une 25 familles à peu près sur les 3 derniers groupes qui avaient bénéficié du programme dans les années précédentes, sachant qu'on les interrogeait sur les 2 questions qui vont être les nôtres, en tout cas dans les mois à venir. C'est comment faire, parce que vous verrez qu'après la 14e session, les parents disent « mince, c'est déjà fini ». Et quand est-ce qu'on revient, quand est-ce qu'on se revoit? Donc, on a une vraie question sur le suivi des parents à long terme. Et la deuxième question, c'est comment faire venir davantage de papas. Parce que c'est vrai qu'on a à peu près 85% de participants qui sont des participantes. Et on a vraiment envie de travailler à cette question dans les semaines et les mois qui viennent. Et voilà, vous êtes cordialement invités à nous y aider. Et donc, la diapo surprise, c'est celle-là. On a créé cet outil dans le cadre du programme donc, pour les familles de 3 à 6 ans. Avec David Murciano qui est l'animateur du groupe parents dans la ville de Mont-Sartoux. Et donc cet outil, comme vous le voyez, c'est un ouvrage qui raconte une histoire sur comment ce petit Léo a vaincu sa presque addiction aux écrans, parce que voilà, il a 5-6 ans, hein, Léo. Et c'est un livret qui est assorti donc de grilles, de conseils, et qu'on remet aux parents, comme on leur remettait le DVD pendant le programme pour les 6-11 ans. On leur remet maintenant en cadeau cet ouvrage pour pouvoir continuer à travailler, à le lire en tout cas avec leurs enfants. Et puis, je vous confirmerai, mais je vous convierai volontiers au lancement national donc, du déploiement du programme PSFP 3.6, dont nous avons finalisé l'adaptation. Et nous allons lancer également, donc a priori c'est en novembre, une plateforme ressources numériques
qui va permettre à la fois aux acteurs et aux parents impliqués dans PSFP de trouver à la fois, je dirais, les guides d'animation, enfin, les matériels qui sont utiles indispensables pour l'animation de ce programme, et aussi d'autres capsules vidéo, d'autres informations qui vont amplifier, je dirais, le soutien qu'on va pouvoir leur accorder. Voilà, j'ai fini ma présentation, donc je vais essayer de revenir avec vous en arrêtant de partager mon écran et je suis tout oui pour répondre, si je le peux, à vos questions. Merci beaucoup Corinne pour cette présentation menée de main de maître dans les temps. Il est 10h pile, ce qui va laisser toute la disponibilité aux questions-réponses. Pauline a pu colliger vos nombreuses questions. On va pouvoir commencer. Pauline, si tu veux bien, je te laisse lancer. Merci. Donc, bonjour à tous et bonjour Corinne. Alors, effectivement, on a de nombreuses questions, donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, on commence une question. Donc, quelles sont les différences avec la méthode des psy Faber et Maslich, finalement, et celle utilisée dans le PSFP? La différence avec Faber et Maslich, c'est que Faber et Maslich, ça n'a jamais été validé scientifiquement. Et qu'il n'y a que les parents, il n'y a pas les enfants. D'accord, merci. Seconde question, là plus sur les ateliers. Comment gérez-vous finalement les différences culturelles durant les différentes séances du PSFP? Alors, on les gère en passant beaucoup la parole aux parents, c'est-à-dire que, comme je crois que je l'ai répété plusieurs fois dans ma présentation, on est vraiment beaucoup dans le respect des cultures et enfin, des valeurs familiales, même quel que soit, je dirais, on me parle toujours de différences culturelles, mais je pense qu'il y a autant de différences culturelles entre deux parents qui habitent dans la même ville, quelquefois, que de différences culturelles entre je sais pas, une famille malienne et une famille qui va être niçoise. Donc, l'idée, c'est vraiment, les animateurs sont toujours dans je pose des questions, je distribue la parole, je fais des propositions, et ensuite, ce sont vraiment les familles qui vont choisir de s'approprier tel ou tel outil ou pas, si ça correspond ou pas à leur pratique et à leur valeur éducative. On a beaucoup de questions parce que le programme est implanté à la fois en Guyane et à La Réunion aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement les animateurs qui sont des animateurs locaux qui ont l'habitude aussi d'interagir en fait avec les différences culturelles. L'intérêt, c'est qu'avec PSFP, je dirais que l'adaptation du programme va jusqu'aux questions et aux réponses que vous allez pouvoir faire aux gens qui sont en face de vous. C'est-à-dire que l'animateur ne va pas être, je dirais, un distributeur du programme, mais il va l'incarner parce qu'il en aura, je dirais, compris le sens, qui va lui-même s'être approprié le sens, et donc il va être en capacité de faire en sorte d'accepter les différences, de les faire accepter par le groupe également, de réguler la parole et de valoriser chacun dans sa différence. Merci. Une autre question de Marielle Robe, qui est donc infirmière puéricultrice et qui est référente accompagnement petite enfance et handicap au conseil départemental du Gard, qui nous demande finalement comment sont inclus les parents dans le programme. Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que finalement des professionnels les repèrent? Comment ça se passe? Alors, les deux en fait, c'est-à-dire qu'en général quand on fait la promotion du programme, on fait dans une ville, on fait à la fois une promotion généraliste qui va permettre d'ouvrir le programme et le message c'est destiné à tous les parents, donc ça évite de stigmatiser certaines familles. Ça, on va accueillir à peu près, je dirais, un tiers des familles par ce biais-là. Et le reste des familles, donc sur les 10 familles, ça va vraiment être des gens qui vont être accompagnés par les professionnels de terrain à s'inscrire au programme. Et dans la formation, on passe toute une matinée ensemble à se dire comment est-ce que moi, je vais pouvoir présenter ce programme à la famille, à madame, etc., madame machin, madame trucmuche, parce que je sais quelles sont ces problématiques, mais quelles sont, de par ma position, moi, en tant qu'animateur, en tant qu'éducateur, en tant qu'assistante sociale, infirmière puéricultrice, etc., quels arguments je vais pouvoir utiliser qui vont à la fois
que je vais pouvoir utiliser moi en fonction de mon éthique et qui vont être intéressants pour mobiliser cette famille à venir s'inscrire au programme. D'accord. Vous avez évoqué des ateliers parents-enfants. Finalement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces ateliers? Comment est-ce que vous faites pour permettre de renforcer le lien entre les parents et leurs enfants? Eh bien, par exemple, sur le jeu d'enfant dont j'ai parlé tout à l'heure, pendant la session famille du jeu d'enfant, on va d'abord, les animateurs vont en fait se mettre en scène pour faire le jeu d'enfant avec les enfants des parents qui sont présents. Et ensuite, on va demander aux parents, de ceux qui sont volontaires, hein, les activités, c'est pareil, hein, c'est comme l'inscription, c'est-à-dire que ce sont les parents qui sont volontaires qui se mettent en scène. Et puis, il y en a, en particulier au début, il y en a qui vont plutôt rester sur les spectatives. Et puis, au fur et à mesure, ils sont tous très participants. Et donc, on va demander aux parents de réaliser l'activité avec leur enfant sous la guidance bienveillante de l'animateur. Et on va faire ça de la même manière à chaque fois, où il va y avoir des activités sur, par exemple, comment trouver un chemin ensemble, qui va être sur la résolution de problèmes. On va être à la recherche du trésor, mais on va être tous ensemble pour rechercher ce trésor. Donc, et là, on va, au cours de cette quête au trésor, on va remettre en musique finalement tout ce qu'on a vu déjà auparavant sur la manière de préciser les questions, de préciser ses demandes, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'on va aussi tisser le lien. Et enfin, il y a quelque chose qu'on propose aussi aux parents, c'est de faire des réunions de famille régulières. Ça fait partie du dispositif de PSFP. Et là aussi, on va faire ça ensemble pendant la session famille. On va mettre en place des sessions, des réunions de famille et là aussi retisser avec l'ensemble des activités qu'on a vues avant. D'accord, donc c'est l'ensemble finalement qui permet justement de recréer ce lien. Ce ne sont pas des actions isolées. Des questions un peu plus maintenant concernant la formation. Finalement, comment est-ce qu'on peut se former pour l'animation de ce programme-là? Plutôt si on se place du côté des acteurs de terrain, voilà, quelles sont les démarches? Alors, écoutez, donc c'est nous qui formons en fait les équipes. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme ce qui s'appelle des développeurs. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a formé les IREPS d'Occitanie, de La Réunion, de Nouvelle-Aquitaine, etc., qui vont être les porteurs du programme et qui vont eux-mêmes pouvoir ensuite, pardon, il y a mon téléphone qui s'excite, qui vont pouvoir mettre en place les formations pour les animateurs. Les formations, aujourd'hui, il y a 5 jours de formation. Il y a 2 journées sur je dirais les fondements théoriques, la connaissance plus intime du programme. C'est 2 jours qui sont destinés à ce que j'ai appelé le groupe expert, c'est-à-dire vraiment le groupe de professionnels élargi qui va entourer le programme et le proposer aux parents. Je vous ai dit que dans ce groupe, on travaillait également sur quels arguments je vais pouvoir utiliser ou développer pour parler du programme aux parents. Et ensuite, il y a 3 jours qui sont de la formation, c'est de la mise en scène, voilà, parce que il y a des guides qui sont très, très détaillés par session. Vous avez tous les objectifs, etc. Mais l'essentiel, c'est comment je fais, comment j'interagis, comment j'apprends à me taire et à poser des questions et comment je me présente comme un expert de PSFP et surtout pas un super parent, mais quelqu'un qui va être dans la valorisation permanente. Voilà, donc l'idée, c'est que nous, bien entendu, on peut faire cette formation, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme je vous disais, on essaie d'essaimer de manière à promouvoir des reproductions plus faciles du programme. J'ajoute simplement que on est en train aussi donc de créer une plateforme internet de ressources numériques qui devrait permettre peut-être parce qu'on nous dit quelquefois que 5 jours, c'est beaucoup de temps, et donc peut-être de permettre de faire en e-learning une partie de cette formation, en particulier tout ce qui concerne les champs théoriques, et peut-être de vraiment se concentrer sur le terrain, sur tout ce qui est le cœur de l'animation en fait, du programme. D'accord. Donc, vous avez des précisions sur le lancement de cette
de cette plateforme ou Eh bien, pas écoutez, encore? ça me fait beaucoup d'insomnie en ce moment. Voilà, ça c'est l'information que je peux vous donner. D'accord. Et on est en train je pense qu'on va faire de la belle ouvrage et qu'on est vraiment en train, donc avec ma copilote Agnès Paris, on est en train vraiment de travailler d'arrache-pied sur cette plateforme. Et voilà, donc on devrait la lancer en même temps que le 3-6 à la fin enfin pas à la fin de l'année, mais à l'automne. D'accord. Donc, vous avez parlé d'une formation de 5 jours. Finalement, quel financement faudrait-il prévoir pour une implantation, notamment pour la formation des développeurs, tels que vous les avez appelés? Les développeurs en général, les financements sont, nous on a partout, ce sont les ARS qui financent les formations des développeurs. Et ensuite, dans les villes, ce sont plutôt les CAF, les REAP, quelquefois les ARS aussi qui peuvent donner des financements, quelquefois aussi la MIDECA qui peut donner des financements. Après, dans les municipalités, il y a le financement de la première année. Il faut prévoir un financement plutôt sur 2 ans, parce que la première année, quand c'est l'année de primo-implantation, de mise en place, c'est vrai que les animateurs ont du temps à passer pour vraiment s'approprier les animations, etc. Mais après, ça dépend des municipalités. Il y a plusieurs municipalités aujourd'hui en France où il y a des équipes qui sont totalement pérennes, avec des gens qui sont dans les services jeunesse, dans les CCAS, et même dans comment dire, je dirais les associations satellites autour des villes. Qui font partie des groupes réguliers d'animateurs de PSFP. D'accord. Donc, vous l'avez dit, il y a certaines familles qui sont accompagnées depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des parents qui sont devenus formateurs, animateurs dans les premières communes, voilà, où s'est implanté PSFP? Alors, il y a eu 2 mamans qui ont, non, oui, 2 mamans qui ont en tout cas souhaité se former, et donc elles ont été formées toutes les 2. Elles ont animé, alors avec un protocole, je suis un peu comment dire, assez rigoureuse sur les protocoles de formation, etc. Mais tout ça, c'est dans un esprit de maintenir la qualité du programme. Donc, elles ont été 2 à être formées. Elles ont commencé à animer une première année. Et il y en a une des 2 qui n'a pas souhaité, qui finalement ne s'est pas sentie à l'aise avec les autres parents. En revanche, la deuxième fait partie de l'équipe maintenant depuis 3 ans et continue à animer. Et c'est quelque chose que je dirais que c'est une stratégie qu'on promeut de manière régulière. C'est-à-dire que, au contraire, plus il y aura de parents qui seront formés, et mieux ça sera, à condition de vérifier quels sont leurs projets, leurs objectifs, etc. Et de faire qu'ils soient vraiment intégrés à l'équipe. D'accord, merci. Est-ce que finalement PSFP est intégré et déployé dans quel territoire PSFP est-il déployé? Et plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des territoires en Occitanie qui sont déjà concernés par ce déploiement? Non. En Occitanie, non. Donc, il y a 8 régions qui implantent aujourd'hui. Il y a donc PACA, bien sûr. Il y a Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Réunion, Guyane et Mayotte. D'accord. Et donc, on nous interroge finalement sur les démarches. Si on veut implanter, alors on a eu des questions plus spécifiquement pour Toulouse ou pour le département des Pyrénées-Orientales, mais finalement, si on avait envie d'intégrer ce programme, comment on s'y prend? Je crois qu'il faut faire une demande au niveau comme je vous disais, plutôt de l'IREPS, de manière à ce que nous, on puisse former l'ensemble des acteurs, des chargés de développement, des chargés de projet de l'IREPS à toute cette mise en place que je viens de décrire, de manière à vous passer le flambeau pour que dans votre très belle région, vous puissiez... non, j'aurais dû aller à Albi, ville que j'adore, donc
pour vous passer le flambeau pour que vous puissiez implanter le programme autant que de besoin en fait sur votre territoire géographique. Sachant que via la plateforme et via des réunions nationales qu'on va aussi commencer, il y a quelqu'un qui dit je suis partante, il y a on sera toujours en lien avec vous, c'est-à-dire qu'on a toujours, nous, une hotline, on est toujours en lien avec l'ensemble des développeurs et vraiment, on a très envie, au travers de cette plateforme, de fédérer aussi le réseau de développeurs, de faire des plateformes d'échange d'outils, parce que c'est vrai que quand on travaille sur les émotions, il y a comment dire, il y a quelqu'un qui a fait je ne sais pas quoi. Pas grave. Oui, on va enlever la caméra de cette personne. Je disais que on souhaite vraiment réunir de manière régulière en fait les acteurs PSFP, se faire vraiment une réunion nationale annuelle pour pouvoir échanger parce que voilà, alors c'est vrai qu'avec la vidéo finalement c'est sympathique, mais c'est vrai que ça remplace pas les rendez-vous physiques et puis les échanges. Mais en tout cas, c'est vrai que en tout cas, ça a été un outil fantastique, en particulier pendant le confinement. Quoi. Vraiment, ça nous a permis de continuer à travailler, nous, pendant le confinement, en tout cas. D'accord. Est-ce que le programme il a été déjà mis en place dans un quartier prioritaire? Et si oui, comment? Donc, c'est Pascal Giraudot qui est chargé de mission parentalité au sein du contrat local de prévention de la délinquance qui nous pose cette question. Alors, il est mis partout en place dans les quartiers prioritaires. En France, il y a 2 villes qui ne sont pas quartiers prioritaires. Toutes les autres sont des quartiers prioritaires. D'accord. Donc, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'effectivement, on va réunir les professionnels du territoire qui connaissent parfaitement le territoire et qui seront les mieux à même de savoir comment l'implanter, avec quels autres partenaires, vers quelle famille, etc. Mais c'est un programme qui est financé prioritairement dans les quartiers prioritaires. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà rencontré dans les séances des parents en situation de handicap? Alors, on a rencontré, on a eu quelques familles qui avaient des questions de handicap, par exemple, des enfants qui avaient des traits autistiques qu'on a pu inclure dans ce programme. On a eu aussi dans le 3-6 un enfant qui était atteint d'hyperactivité, syndrome d'hyperactivité avec trouble de l'attention. Et on a eu aussi des parents sourds. Donc, qui venaient aux sessions avec leurs interprètes en langue des signes. Après, je pense qu'il faut discuter au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je sais que les parents avec la petite fille qui avait des traits autistiques, on les a intégrés parce qu'ils étaient tellement en demande que c'était bien aussi pour eux. Je ne suis pas certaine que le programme était particulièrement adapté. Pour les enfants qui ont des problèmes d'hyperactivité et troubles de l'attention, en revanche, le programme est davantage, je dirais, préconisé parce qu'il ressemble beaucoup à un programme qui est aujourd'hui développé spécifiquement dans les CMP qui s'appelle le programme Barclay, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mais il y a beaucoup dans PSFP, tout ce qui est de la valorisation, tout ce qui est de la mise en place de la communication très précise et très claire, tout ce qui est de la mise en place de cadres, etc. C'est vraiment dans la même dynamique, en tout cas, et qui convient aux enfants qui ont ce type de problématique. D'accord, donc on a parlé finalement des quartiers prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les inégalités sociales de santé? Comment est-ce qu'elles sont intégrées et prises en compte dans le PSFP? Est-ce que le fait d'agir dans les quartiers prioritaires de santé, ça n'est pas déjà travaillé dans la réduction des inégalités sociales de santé? Ça me paraît, je ne vois pas quoi vous répondre d'autre, mais effectivement, ce qu'on fait aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a une manière dont on lutte peut-être spécifiquement contre ces inégalités sociales, c'est qu'on fait en sorte, pour chaque groupe de parents qui va bénéficier des 14 sessions présentielles, de mixer les groupes. C'est-à-dire d'avoir des familles tout venant et pas seulement des familles qui sont issues de quartiers prioritaires. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, les questions de parentalité,
on en a tous, il suffit qu'on ait des enfants pour se poser des questions et ne pas savoir quoi faire. Et en tout cas, le fait d'avoir à la fois une communication élargie sur le programme pour vraiment indiquer que c'est un programme qui est ouvert à tout le monde, et puis de faire en sorte d'avoir des parents qui ont des niveaux de difficulté différents et qui sont issus de quartiers différents pour venir composer ce groupe, participe à la réduction des inégalités sociales de santé. Ça fait du lien avec la question d'une autre participante qui nous demandait si finalement la limite de ce programme ne résidait pas dans le fait qu'il ne s'adressait qu'aux parents suffisamment bons au sens de Winnicott. Suffisamment bon au sens de Winnicott. Alors, je pense que nous, on est beaucoup plus pragmatique que ça. On est dans le comment on fait. Et les parents suffisamment bons de Winnicott, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de venir à PSFP. Peut-être qu'on s'adresse à tous les autres parents qui, à mon avis, sont légion. Mais en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'être rassurés. Moi, je suis toujours très surprise parce que je rencontre quelquefois, alors de moins en moins, de professionnels qui me disent qu'on n'a rien à apprendre aux parents. Et puis, à chaque fois, quand je rencontre cette fois les familles, toutes me disent « Mais pourquoi ce programme n'est pas proposé à tout le monde ?» Donc, c'était dans la première étude de faisabilité qu'on avait réalisée à Montsartou en 2012. C'était d'ailleurs, il y avait une grande différence dans les réponses, celles des professionnels et celles des parents. C'est-à-dire que les professionnels étaient plutôt attentistes en disant on ne va pas trouver 10 familles, 14 sessions c'est trop long, etc. Alors que les familles disaient mais allez-y, 14 sessions c'est juste ce qu'il faut pour réussir à modifier un comportement. Et puis les familles, mais vous allez en trouver des caisses parce qu'il y en a tellement qui ont besoin de ce genre d'activité et de pratique que allez-y. Voilà, je pense qu'ils avaient raison puisque vous voyez au national on a 73%, on a 189 familles sur 19 sites, donc on a trouvé les familles et 73% d'assiduité, je pense que c'est quand même un joli score. Ça fait lien avec une question que posait un des participants sur la notion de ruralité, de territoire enclavé, et de voir s'il était possible sur ces territoires-là d'implanter le programme. Donc, je pense que c'est Alors la question, c'était la question de la ruralité, des territoires enclavés. On implante en ce moment sur une communauté de communes, ce qui permet effectivement d'avoir des publics qui vont être désenclavés, on va dire, par rapport à la ruralité. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on fait cette formule pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer. Après, quand on implante le programme, il faut aussi veiller à l'accessibilité des familles, c'est-à-dire comment est-ce que les familles vont pouvoir venir. Alors, il y a quelquefois même des récupérations de parents, des minibus qui sont organisés par les animateurs pour pouvoir faire en sorte que un maximum de types de familles, effectivement, puissent participer au programme. Et donc, je disais, il nous reste quelques petites minutes. On a 2 ou 3 questions sur l'évaluation. Ouais. Donc, on a un participant qui nous demande comment la diminution des conduites addictives est évaluée. Est-ce que finalement, c'est basé sur le discours des parents ou c'est un comparatif des consommations en amont et en aval du programme ? Non, c'est bien sûr un comparatif en amont et en aval du programme. Sinon, ça serait pas une étude. Non, il y a plusieurs qu'on appelle RCT, donc qui ont été faits dans des études. Il y a à peu près 14 études de ce type-là qui ont été réalisées. Alors pas seulement par Carole Kempfer, bien évidemment, mais par d'autres chercheurs dans le monde qui ont montré que c'était des avant-après qui permettaient de valider ce genre de résultats. D'accord. Et donc, dans le même sens, on nous demande si l'effet positif sur les conduites addictives du programme, est-ce qu'il a été aussi vérifié sur les pratiques alimentaires déséquilibrées, compulsives des enfants qui sont en surpoids ou en obésité ? Pas à ma connaissance.
Pas à ma connaissance, mais après, non, je ne réponds pas à ma connaissance. Après, j'ai des hypothèses sur le fait que, comme on travaille sur les facteurs de protection, comme on travaille sur les émotions, il est probable, en tout cas, que ce programme ait des effets plus larges sur des choses qui n'ont pas été évaluées. C'est vrai qu'à l'époque, je pense, où Carole a commencé son programme, les conduites addictives étaient certainement plus prégnante que la question de l'obésité qui devient majeure aujourd'hui, mais pourquoi pas des études ultérieures sur ce critère-là. D'accord. Et peut-être une dernière question. Avec les partenariats, on nous demande les liens avec l'éducation nationale, finalement, comment l'éducation nationale peut devenir partenaire de ce programme? Alors, on a eu quelquefois dans le groupe expert, en tout cas, les inspecteurs d'académie, des directeurs d'école. On a eu aussi dans les animateurs des enseignants, alors plutôt à la retraite. Et c'est toujours important d'aller parler avec eux, de les inclure dans le groupe expert, d'aller présenter le programme. Et en plus, c'est vraiment une demande récurrente, hein, comme je vous le disais, de la part des familles qui souhaitent vraiment faire du lien. Et on a parlé de ça l'autre soir parce que c'est vrai que finalement, les liens qui se sont établis pendant le confinement entre les familles et les enseignants pourrait peut-être être un terreau favorable à davantage de discussions et de mise en commun d'un tas de choses entre l'école et les familles, et ça serait intéressant. Voilà. Mais vous savez, finalement, ça fait 10 ans, mais c'est comme si on avait commencé hier, on a encore plein de choses à faire sur ce programme. On a encore pour 10 ans. Merci beaucoup, Corinne. Je pense qu'on a balayé un petit peu l'ensemble des questions. On revérifiera tout ça. Et puis, si on a loupé quelques-unes, vous trouverez bien sûr les réponses sur le site du DRAPS. Donc, je vais repasser la parole à Carole qui va du coup conclure cette matinale. Bon, on arrive sur la fin de session de cette matinale. J'espère que ça vous aura tous donné envie d'aller plus loin. On va mettre sur le chat le lien pour que vous puissiez revenir, si vous ne les connaissez pas déjà, vers les référents territoriaux, puisqu'il y a un référent territorial IREPS par département, au moins. Et on remercie beaucoup Corinne et Eric pour cette présentation. Et voilà, n'hésitez pas, on reviendra sur le site du DRAPS pour toutes les questions complémentaires qui n'ont pas pu être suivies d'échanges dans cette matinale. Bonne continuation à tous et au plaisir de vous retrouver sur d'autres services du DRAPS.